Jacques Bendelac, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes économiste et nous avons sollicité à l'origine pour parler de la chute des cours de la bourse à Tel Aviv, qui est consécutive à celle de Wall Street en début de semaine. Mais bien entendu, on ne peut pas faire abstraction des derniers développements politiques avec ces élections législatives qui s'annoncent pour le 9 avril prochain. Et la première question que l'on se pose lorsque l'on parle d'élections, c'est combien ça va coûter ? Est-ce que ça risque de coûter cher au marché israélien? Est-ce que ça peut avoir un impact positif sur l'économie israélienne ou en général les élections c'est toujours plus difficile pour une économie? Oui, de façon générale, une période électorale n'est pas favorable à l'économie parce que c'est une période, j'allais dire, d'incertitude. Et vous savez, l'économie, les investisseurs n'aiment pas l'incertitude et donc c'est une période durant laquelle le rythme de l'activité se ralentit puisque tout le monde est dans l'attentisme de savoir quel sera le nouveau gouvernement élu. Donc tout ça, c'est quelque chose qui revient traditionnellement, donc c'est pas une nouveauté. 2019 sera une année qui va connaître un certain ralentissement économique, les prévisions le disent déjà, à cause des élections anticipées et à cause d'un certain ralentissement de l'économie mondiale qui va également se répercuter sur l'économie israélienne. Donc une économie, une année de transition avec la crise mondiale, la crise boursière en contre-plan et les élections anticipées qui n'arrangent pas les choses, qui tombent, j'allais dire, à un mauvais moment, si on peut dire. Mais de toute façon, que ce soit en avril ou en novembre, l'année 2019 aurait été quand même une année électorale. Donc ça ne change pas grand-chose du point de vue de l'économie. Oui, ça veut dire, est-ce qu'il peut y avoir est-ce qu'il y a des répercussions que l'on peut mesurer? C'est-à-dire, il va y avoir un frein à toutes sortes d'activités dans le domaine économique et social? Oui, c'est un frein général, macroéconomique, qui va se répercuter généralement sur les investissements, puisque le gouvernement va investir davantage, puisque lui-même est en année de transition. Les investisseurs privés préfèrent attendre, donc on va reporter certains investissements, les consommateurs vont reporter certains achats, donc tout le monde, finalement, tous les acteurs économiques sont dans l'attente. C'est pas très bon pour l'activité économique, mais c'est quelque chose. Est-ce qu'il ne peut pas déjà y avoir aussi des répercussions, on va dire, plus positives pour le contribuable israélien, qui pourrait profiter d'une sorte d'économie préélectorale? Oui, alors ça c'est très caractéristique d'Israël, c'est que la période qui précède les élections, c'est ce qu'on appelle une économie électorale. On distribue des petits cadeaux, voilà, les cadeaux. Pour attirer les électeurs. Comme la période électorale va être très brève finalement, oui. C'est tout juste 3 mois, donc le gouvernement de transition aujourd'hui n'aura pas le temps de mettre tout ça en place, donc je pense que ce sera assez limité de ce point de vue-là. Alors, comme je le disais, nous avons sollicité au début pour parler de la crise boursière, cette crise qui s'est déclenchée à Wall Street, alors et qui se répercute ces derniers jours à Tel Aviv, on va dire. Quelles sont les causes de cette crise? Est-ce que c'est lié, par exemple, à la décision de Donald Trump de retirer les forces américaines de Syrie, ou bien il y a d'autres paramètres plus importants? Oui, il y a toute une conjonction de facteurs. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est le relèvement des taux d'intérêt aux États-Unis à la fin de la semaine dernière. Mais ça, ce n'est que la goutte d'eau. Il y avait un contexte qui laissait prévoir ce phénomène, qui est d'une part le ralentissement de l'économie mondiale, on l'a dit, mais aussi, j'allais dire, le chaos politique dans lequel se trouvent les États-Unis, puisque Donald Trump menace de limoger le gouverneur de la réserve fédérale, il est sans ministre de la Défense, les États-Unis menacent la Chine d'une guerre commerciale, donc tout ça c'est mauvais pour les investisseurs qui sont nerveux, il y a une nervosité dans les marchés. Et la baisse des taux d'intérêt, le relèvement des taux d'intérêt a fait déborder tout ça. Et donc, effectivement, j'allais dire, c'est l'effet Trump à Tel Aviv. Tel Aviv suit la tendance mondiale des places financières, puisqu'on est quand même relié très fortement à l'étranger. C'est pas un phénomène israélien. Et donc, c'est la conjonction de tous ces facteurs-là qui font que Israël a subi aussi cette tendance à la baisse, qui va sans doute se continuer justement du fait des élections anticipées. Donc tout ça, c'est une période un petit peu mauvaise
pour la finance en Israël aujourd'hui. Alors, jusqu'à présent, on avait tendance à penser que l'économie israélienne avait une forme d'autonomie par rapport à ce qui se passait à travers le monde et que, par exemple, on l'avait vu dans la crise de 2008, les Israéliens, l'économie israélienne était restée beaucoup plus stable que d'autres économies occidentales. Est-ce que là, vous pensez qu'il y a quelque chose qui a changé? Il y a dans cette crise quelques éléments qui sont différents et qui permettent de penser que justement Israël cette crise aura des répercussions aussi sur l'État d'Israël? Non. C'est le même type de phénomène. Effectivement, Israël subit les contre-coups de ce qui se passe à l'étranger, mais effectivement, le système bancaire israélien, le système financier, l'économie est suffisamment forte pour pouvoir supporter ce type de contre-coups et ne pas finalement les intégrer, parce que, vous savez, ce qui se passe à la bourse n'est pas toujours relié à ce qu'on appelle l'économie réelle. L'économie réelle en Israël est très bonne, très solide, et les phénomènes boursiers sont passagers. Et donc je crois aussi que cette fois-ci, le contre-coup ne seront pas très profonds dans l'économie israélienne, et ils ne laisseront pas en tout cas de signes dans les mois qui viennent. Quels sont les pronostics en termes de chiffres pour l'année 2019 en matière de croissance et de développement? Les prévisions donnent une croissance modérée pour 2019, autour de 3%. Le chômage va rester très bas et l'inflation aussi. 3% d'inflation, 3% de croissance en termes israéliens, c'est modéré. C'est pas énorme. C'est pas énorme. On connaît des taux de 4 et 5%, comme ces 2-3 dernières années. Et donc c'est un petit ralentissement de l'activité. On estime que l'inflation pourrait redémarrer aussi. C'est pour ça qu'il y a le relèvement des taux d'intérêt à la fois aux États-Unis et puis en Israël aujourd'hui ces derniers mois. Mais tout ça reste des événements assez mineurs qui ne vont pas porter préjudice à l'économie israélienne qui en elle-même a des résultats macroéconomiques assez bons. Alors, en dépit de ces résultats, effectivement, et dans le contexte actuel international, on a constaté ces derniers jours une forme de protestation de ces gilets jaunes qui ont, comme on le disait, fait leur alia et qui se sont installés en piquet de protestation, en particulier devant les ministères. Vous croyez à une protestation de ce type qui puisse avoir plus d'ampleur que celle à laquelle nous assistons aujourd'hui en Israël? Écoutez, Israël n'a pas l'habitude des protestations ou des manifestations qui durent. Il y a eu quelques exceptions, comme en 2011, la révolte des tentes, mais c'était vraiment l'exception à la règle. C'était l'été. Voilà, c'était l'été. Aujourd'hui, c'est l'hiver, donc c'est pas un bon environnement. L'Israélien n'a pas l'habitude de descendre dans la rue manifester, même si les raisons sont justes. Et donc, je ne vois pas que ce mouvement se développe comme il se fait en France, même si les raisons qui l'ont poussé sont vraies. Le coût de la vie augmente, le coût de la vie est cher, certains prix augmentent de façon démesurée, et donc les justifications sont vraies. Vous savez, quand on dit que l'économie israélienne est solide, qu'il y a de bons résultats, les bons résultats, ils sont bons, mais pas pour tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde n'en profite pas de la même façon. Et c'est là le problème central de l'économie israélienne, c'est qu'il y a des laissés pour compte, il y a quand même 1 million d'enfants pauvres, il y a beaucoup d'inégalités, donc les chiffres ne sont que des moyennes. Alors justement, parce que Jacques, notre premier invité était le député Eli El-Alouf du parti Kulanu, qui est président de la commission des affaires sociales et du travail de la Knesset, et lui-même nous disait, il mettait en évidence, on va dire, l'action bénéfique de son chef de file, Moshe Kahlon, ministre des Finances, qui selon lui a bouleversé, on va dire, totalement modifié et obtenu des résultats tangibles dans les dossiers sociaux qui ont permis de venir en aide à des couches sociales défavorisées, et en particulier en matière du logement. Lorsque je lui ai dit que finalement M. Kahlon n'avait pas peut-être obtenu des résultats peut-être assez tangibles en matière de baisse du prix des logements, il m'a tout de suite dit mais non, vous n'avez pas fait bien votre travail. Qu'en est-il? Est-ce que par exemple l'action de Moshe Kahlon, qui est à la tête d'un parti, on va dire, exclusivement d'ordre social, a obtenu des résultats?
Pas vraiment. C'est vrai qu'il y a une volonté politique qui est un fait de résoudre certains problèmes, mais les résultats ne sont pas là. L'immobilier, c'est vrai que les prix ont cessé d'augmenter, mais ils n'ont pas vraiment diminué. Les prix de beaucoup de produits plafonnent à un niveau très élevé, ils n'augmentent plus, mais ils ne diminuent pas. Et aujourd'hui, la moyenne des prix, le pouvoir d'achat de l'Israélien est parmi le plus faible de tous les pays de l'OCDE. Les prix alimentaires sont les plus élevés des 35 pays développés de l'OCDE. Et donc tout ça n'augmente plus peut-être, mais ça ne diminue pas. Et donc on n'a pas fait assez, on ne fait pas assez, justement parce que, encore une fois, si vous voulez, la logique libérale de ce gouvernement ne lui permet pas d'intervenir suffisamment dans l'économie. On ne peut pas, dans une logique libérale, bloquer les prix, on ne peut pas interdire certaines augmentations, on ne peut pas désintégrer certains cartels. Et donc, il y a des résultats qui se font attendre parce que cette politique économique ne va pas assez loin pour lutter contre la hausse des prix. Donc, il y a eu des efforts, mais finalement, on est resté quand même dans le domaine, pour le gouvernement sortant, dans le domaine d'une économie extrêmement libérale, prônée bien sûr par Netanyahou. Voilà, exactement. Alors, bien sûr qu'en cette période électorale, on va mettre l'accent sur les aspects positifs, c'est de bonnes règles, mais il y a encore de très nombreux aspects négatifs parce que la pauvreté n'a pas diminué, les prix ne baissent pas, les monopoles ne se résolvent pas, et tout ça, c'est la clé des manifestations des Gilets jaunes de ces dernières semaines. Eh bien, Jacques Bendelack, merci beaucoup d'avoir accepté de commenter, on va dire, ces derniers développements, que ce soit sur le plan politique ou sur le plan économique et financier. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita et bonne journée.